Bienvenue dans le module 2, les freins à la démarche interculturelle. Comme nous venons de le voir dans le module 1, il nous arrive souvent, dans notre pratique professionnelle comme dans notre quotidien, de nous trouver en situation dite d'interculturalité. Afin de mieux comprendre comment adopter la démarche interculturelle, nous allons vous donner quelques éléments de définition à propos de ce concept pour ensuite aborder les obstacles qui empêchent d'adopter une bonne attitude interculturelle. Tout d'abord, les obstacles culturels peuvent constituer un premier frein à la démarche interculturelle. Il est nécessaire pour tout professionnel amené à travailler en interculturalité de comprendre l'autre, de comprendre les codes culturels qu'il ou elle a intégrés. Cela reste généralement très compliqué à faire et demande beaucoup de recherche et d'implication de la part du professionnel. Deuxièmement, surviennent les obstacles personnels. Selon notre histoire personnelle et notre personnalité, nous sommes plus ou moins amenés à nous sentir à l'aise dans l'interculturalité, à modifier notre point de vue et à faire preuve de tolérance. Ainsi, si les professionnels amenés à travailler en interculturalité adoptent une posture rigide et sont peu enclins au changement de position, cela peut constituer un deuxième obstacle. La rigidité peut survenir au niveau individuel, au niveau des praticiens eux-mêmes, mais aussi au niveau global de toute l'institution elle-même. Ce sont les obstacles institutionnels. Quand tous les niveaux de l'institution sont rigides et refusent d'opérer un changement dans leur comportement, de lancer une réflexion pour mieux agir en interculturalité, la démarche interculturelle se heurtera à des échecs. L'effort doit être fait à tous les niveaux de l'institution, de l'accueil à l'accompagnement des usagers jusqu'au pouvoir décisionnel. Enfin, derniers obstacles, mais pas des moindres, les obstacles politiques. Malgré toute la volonté de se former à cette démarche, nous sommes dans un contexte où les politiques d'intégration sont globalement déficientes. Tout ne peut pas reposer sur la capacité d'adaptation des personnes migrantes, ni sur la capacité des acteurs et des actrices de terrain à adopter une démarche interculturelle. Voyons maintenant les difficultés rencontrées lorsque l'on souhaite adopter une attitude interculturelle pour faciliter les échanges et améliorer l'accompagnement. Première difficulté, nous les avons abordées dans le module 1, les préjugés et les stéréotypes. Ils sont des obstacles de taille à la communication interculturelle. Presque mécaniquement, certains professionnels les utiliseront pour tenter d'expliquer des situations difficiles à comprendre et par là même seront amenés à commettre des erreurs d'évaluation ou d'intervention. Ces stéréotypes et préjugés peuvent entraîner deux attitudes de valorisation de l'autre de la part du professionnel qui, bien qu'elles puissent sembler positives au premier abord, entravent en réalité la relation. L'exotisme et la minimisation. Pour éviter ces deux postures, il faut déjà savoir les identifier. L'exotisme est défini comme un rêve de dépaysement, une approche idéalisée de la culture de l'autre, finalement construite sur une méconnaissance de la réalité. La minimisation, quant à elle, est une posture qui exprime le désir absolu de se rapprocher de l'autre, quelle que soit son origine, en minimisant les différences culturelles. Même si ces attitudes peuvent sembler positives aux yeux du professionnel, elles se traduisent souvent négativement aux yeux de la personne accompagnée. Ces mécanismes sont le produit de l'ethnocentrisme propre à tout groupe, c'est-à-dire cette tendance à penser que le groupe auquel on appartient est la norme et le groupe de référence. Pour résumer, voici 5 comportements et sentiments à éviter pour adopter le mieux possible une démarche interculturelle. Tout d'abord, le silence et plus généralement la mauvaise communication. Au cours de la démarche interculturelle, il est essentiel de choisir les bons mots. Deuxièmement, la peur de l'autre, mais aussi la peur d'essayer et de mal faire. Troisièmement, le savoir, car il peut nous enfermer dans un cadre avec nos croyances, ce qui nous empêche de comprendre l'autre. Quatrièmement, l'orgueil, qui nous empêche de nous remettre en question. Et finalement, le mépris. À la base des obstacles de cette démarche se trouve l'expérience dite du choc culturel. Le choc culturel est une réaction de dépaysement, plus encore de frustration ou de rejet, de révolte ou d'anxiété sur un mode positif, un étonnement ou une fascination. C'est une expérience émotionnelle et intellectuelle qui apparaît chez ceux qui se trouvent dans un contexte culturel différent du leur ou qui sont en dialogue avec des personnes de cultures différentes.
Le choc est déclenché lorsqu'une zone sensible de la personne est remise en question. Ces zones sensibles sont les normes, les valeurs ou les facettes de l'identité intériorisées tout au long de notre vie et qui sont constitutives de notre identité. C'est une expérience qui peut nous amener à nous remettre en question. Pour éviter cette remise en question, nous allons rejeter cette différence culturelle, voire la mépriser. Par exemple, en Norvège, une personne étrangère parle de la difficulté d'exprimer ses sentiments en public, en rapportant cela à un élément constitutif de la culture de son pays d'origine. Il compare le fait que les Norvégiens peuvent s'enlacer, s'embrasser sans que ce soit mal perçu autour d'eux dans l'espace public. Il considère que dans sa culture, ce n'est pas possible car cela relève de la sphère privée et ne doit pas être vu d'autrui. Cela peut constituer un choc pour la personne qui peut ressentir un rejet ou une incompréhension. Ce choc culturel peut se vivre négativement ou découler sur un conflit culturel. On peut classer les éléments déclencheurs des conflits culturels en 2 catégories. Première catégorie, le niveau de connaissance. Les conflits culturels peuvent être provoqués par un manque de connaissance de sa propre culture et de son impact sur notre comportement au quotidien, dans le milieu professionnel ou encore dans les loisirs. Ils peuvent aussi être dus à un manque de connaissance de la culture de l'autre. Deuxième catégorie, l'affectif. La peur de l'étranger, la difficulté à sortir de son cadre de référence, porter des jugements de valeur et refuser la différence sont autant de comportements qui peuvent déclencher les conflits culturels. Autres obstacles, autres leurres à la démarche interculturelle et auxquels nous pouvons avoir recours dans les situations d'interculturalité, l'ethnicisation ou la catégorisation des personnes. Par ethnicisation des populations, on entend le fait d'expliquer le comportement des personnes principalement sur la base d'une appartenance à une ethnie. Dans la pratique, on peut parfois réagir face à certaines personnes en les catégorisant ou en les ethnicisant en pensant pourtant bien faire. Dans ce cas, on va penser implicitement qu'une personne issue de tel pays partage les mêmes codes culturels que toutes les autres personnes issues du même pays. On va alors à tort établir un profil type immuable fait de stéréotypes et préjugés, alors que 2 personnes issues de la même communauté ou du même pays d'origine peuvent être très éloignées dans leur manière de penser, de sentir et d'agir. Ce sont 2 personnes différentes. Les professionnels vont parfois catégoriser les personnes en situation d'interculturalité, pensant améliorer la qualité de leur accompagnement. Heureusement, il existe une méthodologie pour adopter la bonne posture interculturelle, et c'est ce que nous allons voir dans le prochain module.